Je peux identifier le moment exact où ma vie a pris une tournure inattendue. C'était un après-midi banal à l'épicerie. Je faisais la queue, tenant un panier rempli d'objets triviaux, des lasagnes surgelées, des sacs poubelles parfumés, lorsque mon téléphone a sonné. J'ai baissé les yeux pour voir un message de Sabrina, ma fiancée, la femme avec qui je pensais passer le reste de ma vie. C'est du moins ce que je croyais. J'ai ouvert le message avec désinvolture, m'attendant à ce qu'il s'agisse de quelque chose de trivial, comme quoi manger pour le dîner ou peut-être un détail sur la liste des invités au mariage. Au lieu de cela, j'ai reçu un coup de poing sous la forme de 8 mots simples: le mariage est terminé. Attendez-vous à un appel de mon avocat. C'était tout. Aucune explication. Aucune émotion. Pas même un signe de ponctuation au-delà du dernier point. C'était clinique, froid, comme si elle mettait fin à un contrat commercial. Pas de fanfare, pas de remords, juste un renvoi, comme si j'étais un document jetable qu'elle avait décidé d'annuler. Je restais là, paralysé. Le caissier a dû répéter que c'était mon tour. J'ai payé mes courses mécaniquement, engourdi, puis je suis rentré chez moi en silence. Je me suis garé dans l'allée et je suis resté assis là pendant 15 bonnes minutes avant de pouvoir rassembler la force d'entrer. Je ne pleurais pas. Je ne criais pas. J'étais encore. La seule réponse que j'ai renvoyée était un simple « comme vous le souhaitez ». Au fond, j'ai compris exactement ce que signifiait ce texte. Ce n'était pas seulement le mariage qui était terminé. C'était sa façon de dire « ne me dérange pas. Mon avocat s'occupera de tout à partir de maintenant ». C'était sa façon de me rejeter. Elle pensait détenir toutes les cartes, mais elle se trompait. Sabrina avait oublié un détail critique. Nous venions de signer les documents préliminaires pour une demande de prêt hypothécaire. Une belle maison de ville dans un nouveau développement à l'extérieur de Seattle. Elle l'avait choisie, elle l'avait décoré dans sa tête et elle avait même dit à ses amis que c'était pratiquement le sien. Mais rien n'était finalisé. Et surtout, nous n'étions pas encore mariés. Ce qui signifiait que j'étais toujours techniquement libre. Avant même de raccrocher mon manteau ce soir-là, je me suis assis devant mon ordinateur portable, je me suis connecté au portail hypothécaire de la banque et j'ai retiré ma demande. Cela n'a pris que 3 clics. C'était tout. L'ensemble de l'affaire s'est effondré comme un château de cartes. Maintenant, je sais à quoi vous pensez, c'est mesquin. Peut-être que c'était le cas. Mais après 2 ans passés à construire ma vie avec elle, après les innombrables sacrifices que j'ai consentis, notamment en refusant une opportunité d'emploi lucrative à Chicago pour me rapprocher de sa famille, ce n'était pas une question de mesquinerie. Il s'agissait de récupérer ma dignité. Mais même avec tout ça, je ne m'attendais pas à ce qui se passerait ensuite. Moins de 48 heures plus tard, alors que je mangeais des restes et que j'étais assis sur mon canapé, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. Je l'ai ignoré. 1 minute plus tard, un message vocal est apparu. Bonjour, ici Amanda Weiss, avocate de mademoiselle Sabrina Holden. Nous demandons de toute urgence d'être rappelés concernant le retrait de votre hypothèque car cette action peut constituer une rupture de contrat ou une interférence financière. Veuillez nous contacter immédiatement. J'ai ri. Demande urgente? Vraiment? Elle n'était plus si froide et si clinique maintenant, n'est-ce pas? Je n'ai pas rappelé. Au lieu de cela, j'ai attendu. Effectivement, d'autres appels ont suivi. Les emails aussi. Le tout mêlé à un désespoir croissant. Sabrina a dû penser que je serais écrasé, désespéré, peut-être même en la suppliant de reconsidérer sa décision. Mais je ne l'étais pas. J'avais fini. Le lendemain, j'ai reçu un appel de Lorraine, une amie commune. Elle avait l'air gênée, comme si elle ne savait pas quoi dire. Et, tu as vraiment renoncé au contrat de maison? Ouais. D'accord, parce que Sabrina panique. Apparemment, elle a déjà commandé des meubles et a dit à ses parents qu'ils auraient une chambre d'amis. J'ai presque dit pas mon problème, mais je me suis mordu la langue. Je ne voulais pas paraître cruel, même si j'aurais certainement pu l'être. Lorraine hésita avant d'ajouter, elle a dit que tu étais vindicatif. Que tu fais ça pour la punir. Cela m'a fait rire aux éclats. Je ne la punissais pas. J'avais juste fini d'être son imbécile. Mais ce que Sabrina ne savait pas et ce que personne d'autre ne savait à ce moment-là, c'est que j'avais déjà soupçonné que quelque chose n'allait pas, des semaines avant la rupture. Il y avait des signes. SMS de fin de soirée provenant de numéros inconnus. Réunion de travail bizarrement programmée.
conversation chuchotée lorsque j'entrais dans une pièce. Je l'avais remarqué, mais je ne voulais pas y croire. Mais maintenant, alors que tout se déroulait, je commençais à la voir telle qu'elle était vraiment. Alors, au lieu de réagir, j'ai décidé d'observer. Au lieu de répondre à son avocat ou d'essayer de sauver quoi que ce soit, je suis resté silencieux. Je les ai laissés tourner en spirale, s'interroger, se tortiller. Et dans ce silence, la vérité a commencé à se révéler. 2 jours plus tard, on frappe à la porte de mon appartement. Je n'attendais personne. C'était son père, Monsieur Holden. La dernière fois que je l'avais vu, c'était lors d'un dîner il y a un mois, lorsqu'il avait porté un toast, racontant à quel point il était fier de m'accueillir dans la famille. Maintenant, il avait l'air fatigué, peut-être un peu embarrassé. Il n'a même pas dit bonjour avant de laisser échapper, que se passe-t-il avec la maison? J'ai croisé les bras. Je n'achète pas une maison avec quelqu'un qui met fin aux choses par SMS et envoie son avocat pour s'en occuper. Êtes-vous ici en tant que son représentant? Ses yeux se sont baissés. Non, je suis ici parce qu'elle ne nous dira rien. 1 minute, elle dit que le mariage est annulé, la suivante, elle crie à propos de meubles, de factures et de demandes de crédit. Je veux juste comprendre ce qui se passe. Pendant 1 seconde, j'ai pensé à tout lui dire. Mais au lieu de cela, j'ai simplement dit, elle y a mis fin. Je respecte cela. Elle peut gérer les conséquences. Il hocha lentement la tête, marmonnant quelque chose comme « je lui ai dit de ne pas faire ça », puis il s'en alla. Tandis que je le regardais partir, un étrange calme s'installa en moi. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Pas de loin. Parce que Sabrina ne m'avait pas simplement pris au dépourvu, elle avait planifié quelque chose. Quelque chose de calculé. Et j'étais sur le point de comprendre pourquoi elle avait tant désiré cette maison. La première fissure dans la façade est venue de quelqu'un dont je n'avais pas entendu parler depuis des mois, le cousin de Sabrina, Eric. Nous n'avions jamais été proches, mais nous avions partagé des bières lors de quelques réceptions familiales et tissé des liens en raison de notre appartenance à un étranger dans le cercle social très serré de Sabrina. À l'improviste, il m'a envoyé un message, « Et mec, désolé pour ce qui s'est passé. Je ne savais pas à quel point c'était compliqué jusqu'à présent. Je voulais juste te dire que tu as esquivé une balle. » J'ai regardé longuement le message avant de répondre, appréciez-le. Mais que veux-tu dire? Sa réponse fut presque instantanée, je ne devrais probablement pas en dire plus. Posez-lui simplement des questions sur Spencer. Le nom n'a pas été immédiatement enregistré. Spencer. C'était un nom assez courant et j'avais rencontré quelques Spencer lors de ses soirées de travail. Peut-être quelques-uns à ces horribles dégustations de vin du week-end auxquelles elle m'entraînait. Mais aucun d'entre eux ne s'est démarqué. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Quelque chose dans la façon dont Eric l'a formulé aussi prudent, si hésitant m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Ce n'était pas juste un nom aléatoire. Spencer avait un lien direct avec la raison pour laquelle elle avait annulé le mariage. Et j'avais une assez bonne idée de quel genre de connexion il s'agissait. J'ai consulté l'Instagram de Sabrina. La plupart de ses messages étaient désormais privés, mais une chose a attiré mon attention, ses photos taguées. Il y en a eu un lors de la fête de fiançailles d'un ami il y a quelques semaines. Le même week-end, elle avait affirmé être malade et rester à la maison. Elle n'était pas sur la photo, mais Spencer était là, son bras enroulé autour de sa taille. Fermé. Intime. Mon estomac se retourna. Ainsi, pendant que j'étais à la maison, préparant de la soupe au micro-ondes et angoissant devant les carreaux du dosseret, elle était dehors avec un gars, faisant semblant d'être malade. C'est à ce moment-là que quelque chose a changé en moi. Je ne me sentais plus blessé. Je me sentais concentré. Je ne voulais pas simplement sortir. Je voulais repartir propre, sans obligation, sans dette, sans trace laissée. Tout d'abord, j'ai contacté directement la société de prêt hypothécaire, m'assurant que mon retrait était permanent. Je leur ai même transmis une copie du message de rupture de Sabrina. Ils m'ont dit officieusement que son avocat avait déjà appelé à 2 reprises pour essayer de me réintégrer dans la demande. Mais il était trop tard. Ensuite, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis avant nos fiançailles. J'ai appelé Elliot, mon ancien colocataire d'université qui était maintenant avocat immobilier à Chicago. Il m'avait proposé un emploi il y a 1 an lorsque j'avais refusé pour Sabrina, mais maintenant, j'étais de retour sur le marché. Nous avons programmé un appel vidéo pour lundi. Et toujours, aucun mot de Sabrina.
C'était son style, toujours communiquer indirectement à travers plusieurs couches d'avocats, d'amis, de pression. Mais je ne jouais plus à son jeu. C'est du moins ce que je pensais. C'était dimanche matin quand la bombe suivante tomba. Je me suis réveillé avec 32 notifications manquées, SMS, appels et emails. Pas de Sabrina. De ma banque. Apparemment, quelqu'un avait tenté d'accéder à notre compte d'épargne commun la nuit précédente. Celui que nous avions ouvert pour les frais du mariage. J'y avais déposé 10 000 $ de mon bonus pour des cautions de restauration et de loyer, mais la demande avait été signalée comme suspecte. La tentative avait été tentée de transférer tous les fonds sur un compte privé au nom de Sabrina. J'ai immédiatement appelé la banque. Ils ont gelé le compte. Alors que j'étais au téléphone avec eux, un autre email est arrivé. Objet, urgent concernant les fonds du mariage. C'était d'Amanda Weiss, l'avocate de Sabrina. Monsieur Fizet, mon client est préoccupé par les fonds détenus sur le compte d'épargne commun pour votre mariage maintenant annulé. Comme elle a effectué plusieurs versements sur ce compte, elle estime avoir le droit d'en réclamer une partie. C'était un mensonge. Sabrina n'avait pas versé un centime sur ce compte. J'avais des dossiers pour le prouver. Chaque dépôt venait de moi. Elle avait gardé son propre argent séparé pendant flexibilité, disait-elle toujours. Mais maintenant que c'était fini, elle voulait me voler et me venger. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai rappelé Elliot. Il m'a dit, vous avez une trace écrite pour chaque dollar, tout va bien. Mais laisse-moi te dire quelque chose, mec. Si elle est suffisamment désespérée pour essayer, elle n'a pas fini. Et il avait raison. Cette nuit-là, j'ai reçu un message vocal de Sabrina elle-même, la première communication directe depuis son fameux message. Sa voix était tremblante, émue, presque comme si elle essayait de paraître brisée. Et, je ne voulais pas que ça se passe comme ça. J'ai paniqué. D'accord ? Les choses sont devenues compliquées et je ne savais pas comment t'en parler. S'il te plaît, ne pense pas que j'essayais de te faire du mal. J'y ai joué 2 fois. Puis je l'ai supprimé. Pas de réponse. Parce que voici le problème, une fois que vous montrez à quelqu'un que vous n'avez pas peur de vous en aller, il a peur. Et Sabrina avait l'habitude de contrôler le récit. Elle n'était pas habituée à ce que quelqu'un retourne le scénario. Lundi, j'ai signé une nouvelle offre d'emploi de l'entreprise d'Elliot. C'était à distance pour commencer, avec un forfait de déménagement si je décidais de déménager. J'avais officiellement repris le contrôle de ma vie. Mais mardi, c'est à ce moment-là que tout s'est finalement déroulé. J'ai reçu un autre appel de Lorraine. Sa voix était tendue, comme si elle avait pleuré. Tu devrais le savoir, dit-elle, Sabrina est enceinte. Je me suis figé. Elle dit à tout le monde que c'est à vous. Mon cœur s'est arrêté. Mais Spencer reste chez elle tous les soirs depuis la rupture. Les gens commençaient à parler. Ma voix était à peine au-dessus d'un murmure lorsque j'entendis la question, a-t-elle dit jusqu'où en était-elle ? La réponse est venue rapidement, 8 semaines. J'ai fait le calcul dans ma tête. Il y a 8 semaines, Sabrina avait suivi une cure de désintoxication sur laquelle elle avait insisté avant la lune de miel, me disant qu'elle avait besoin de réinitialiser son corps. C'était la dernière fois que nous étions intimes. Il y a 9 semaines. À peine. Ce timing a mis une chose en évidence, il y avait de fortes chances que l'enfant ne soit pas le mien. Mais Sabrina avait déjà commencé à préparer le terrain, une stratégie pour me piéger, pour me lier à elle avec quelque chose de permanent. Peut-être qu'elle espérait revendiquer la paternité, peut-être même une pension alimentaire pour enfants, tout en me excluant de ses futurs projets hypothécaires. Et je savais exactement ce qu'elle faisait. J'ai à peine dormi cette nuit-là après l'appel de Lorraine. Je restais allongé là dans le noir, essayant de tout reconstituer, le timing, le motif et la véritable raison pour laquelle elle avait terminé les choses par un SMS au lieu de me parler en personne. Ce n'était pas une rupture, j'ai réalisé. C'était une stratégie. Sabrina n'était pas tombée amoureuse de moi. Non, elle planifiait son évasion et contrôlait le récit avant même que j'aie eu la chance de parler. Maintenant, elle prétendait être enceinte de mon enfant. Mais le timing n'a pas fonctionné. Nous n'avions pas été ensemble depuis des semaines. Elle s'était montrée froide, distante, voire condescendante. Elle a qualifié cette période de séparation de « désintoxication avant le mariage », affirmant qu'elle voulait être pure pour notre nuit de noces.
À l'époque, je n'avais aucune raison de l'interroger. Je pensais que c'était juste une de ses habitudes bizarres. Mais maintenant, cela semblait si clair. Elle m'avait repoussé parce qu'elle savait déjà qu'elle avait commis une erreur ou pire, qu'elle avait franchi une ligne qu'elle ne pouvait pas défaire. Et Spencer, ce n'était pas juste une aventure. Il était la vraie raison derrière tout cela. Le lendemain matin, je reçois un autre mail de son avocat, cette fois plus agressif. Compte tenu des circonstances actuelles, ma cliente envisage des poursuites judiciaires liées à l'abandon financier et à la détresse émotionnelle. Elle souhaite également vous informer formellement de sa grossesse et de vos responsabilités parentales présumées. Le mot présumé m'a frappé comme une gifle. Ils essayaient de me presser, de me pousser à réagir avec émotion ou à commettre une erreur qu'ils pourraient exploiter devant le tribunal. Mais je n'ai pas paniqué. J'ai joué intelligemment. J'ai contacté Elliot et lui ai tout raconté, la prétendue grossesse, les questions sur la paternité, les menaces concernant l'argent. Il m'a conseillé d'agir rapidement. Prenez de l'avance, a-t-il dit. Faites le premier pas légalement. Vous avez besoin d'une trace écrite qui montre qu'elle manipule la situation. C'est donc exactement ce que j'ai fait. J'ai embauché une avocate locale, Sherleven, une avocate pragmatique spécialisée dans le droit de la famille et le droit financier. Elle était vive, froide même, mais c'était exactement ce dont j'avais besoin. Elle a rédigé une lettre officielle qui a été envoyée dès le lendemain matin à l'avocat de Sabrina. En termes juridiques, il était indiqué que je niais ma paternité jusqu'à ce qu'un test ADN vérifié puisse être effectué, et que je ne contribuerais ni financièrement ni émotionnellement jusqu'à confirmation biologique. Il comprenait également une clause menaçant de poursuivre en justice pour diffamation s'il tentait de faire état de violences psychologiques ou d'accéder à des comptes conjoints. Et pour être précis, elle a inclus une demande de divulgation financière complète des actifs actuels de Sabrina, au cas où elle tenterait de prétendre que je lui dois de l'argent pour l'achat de la maison, maintenant annulée. Moins de 2 heures après l'envoi de l'email, mon téléphone a sonné. Sabrina a appelé 6 fois en un après-midi mais n'a pas laissé de message vocal. Chérie a ensuite reçu un appel d'Amanda, l'avocate de Sabrina, ce soir-là. Amanda a déclaré que Sabrina était, en détresse, et se sentait, prise dans une embuscade, affirmant que nous aurions dû gérer les choses en privé au lieu de les transformer en affaires publiques. Chérie, calme et posée, a répondu, elle l'a rendu public lorsqu'elle a présenté un conseiller juridique et menacé de poursuites financières. Mon client ne fait que répondre. Je ne pouvais pas dire que je ne ressentais rien. Cela aurait été un mensonge. La vérité est que j'ai tout ressenti, la rage, la tristesse, le regret. Non pas parce que c'était fini, mais parce que j'avais ignoré tous les signaux d'alarme jusqu'à ce moment. Comme la façon dont elle avait refusé de combiner ses finances jusqu'au mariage. Ou comment elle contrôlait toujours notre calendrier social. Ou comment chaque fois que j'évoquais les contrats prénuptiaux, elle riait et disait « Tu ne me fais pas confiance ?» Mais le pire ? Je pense qu'une partie de moi voulait toujours croire que ce n'était pas réel. C'est peut-être qu'elle avait peur. Peut-être que Spencer n'était qu'une erreur et qu'elle essayait d'arranger les choses. Mais la réalité a tendance à vous frapper quand vous vous y attendez le moins. Et ce coup de poing est venu 2 nuits plus tard de Spencer lui-même. Il était environ 22 heures. J'étais seul à la maison, en train de regarder la télévision, lorsque j'ai reçu un message sur Facebook provenant d'un profil que je ne reconnaissais pas. Pas de photo, juste un prénom, Spencer. Le message disait « Nous devrions parler ». Je l'ai regardé longtemps, les mains tremblantes. Finalement, j'ai tapé « Parler ». Sa réponse est venue rapidement. Elle m'a dit que vous aviez déjà fini tous les deux. Elle a dit que le mariage avait été annulé il y a des mois et que vous l'aidiez simplement à trouver une maison par culpabilité. Mon sang bouillonnait. Nous étions toujours fiancés le jour où elle a envoyé ce SMS, pas des mois auparavant. Il resta silencieux pendant un moment, puis dit, elle a dit que tu l'avais frappé. Le sol semblait tomber sous moi. Je ne pouvais pas croire ce que je lisais. Quoi ? J'ai demandé. Ouais. Elle m'a dit que tu avais des problèmes de colère, que tu cassais des choses quand tu étais en colère et qu'elle avait peur de toi. J'étais assis là, abasourdi. Je n'avais jamais posé la main sur Sabrina, je n'avais jamais élevé la voix de manière menaçante. Le pire que nous ayons jamais eu, ce sont des désaccords sur le temps, sur la façon dont elle donnait toujours la priorité à ses amis et planifiait notre relation comme si c'était juste une autre réunion. Mais la violence physique ? Jamais. Pas une seule fois. Tu crois ça ? J'ai demandé.
Il a hésité, puis a répondu « Non, plus maintenant ». Le lendemain matin, j'ai appelé Chérie et je lui ai tout dit. Elle a immédiatement déposé un contre-mémoire de protection ou une défense juridique préventive au cas où Sabrina tenterait de fabriquer des allégations d'abus pour gagner la sympathie du tribunal. Cette situation devenait de plus en plus sombre de minute en minute. Puis, le coup de grâce est tombé vendredi. J'ai reçu un email du prêteur hypothécaire, pas une mise à jour standard, mais des excuses personnelles. Sabrina les avait recontactés pour leur demander s'il y avait un moyen de procéder au prêt sans moi. Elle avait tenté de falsifier un document affirmant que je m'étais volontairement retiré de l'accord, sans aucune attente financière. La banque l'a immédiatement signalé car je n'avais jamais rien signé. Elle avait contrefait ma signature. J'ai transmis l'email à Chérie. Elle est restée silencieuse un moment, puis m'a appelé. C'est lourd. Nous pouvons porter cela à la police. Je ne voulais pas ça, pas encore. Je voulais juste que ça se termine. Mais une partie de moi savait que ce n'était pas fini. Sabrina était en train de s'effondrer et les gens désespérés ne descendent pas tranquillement. La semaine suivante était floue. Chaque jour, il y avait une nouvelle crise que Sabrina et son avocat tentaient d'attiser. C'était épuisant, mais en même temps, il y avait une certaine satisfaction à la voir perdre le contrôle de tout. Plus elle essayait de manipuler la situation, plus elle s'exposait. Puis Lorraine a rappelé. Cette fois, sa voix était frénétique. Vous ne le croirez pas, mais Sabrina dit à tout le monde qu'elle a fait une fausse couche. Mon estomac se serra. Quoi? Je ne pouvais pas cacher le choc dans ma voix. Ouais, continua Lorraine. Elle en a parlé hier soir, et maintenant tout le monde lui présente ses condoléances. Elle dit aux gens qu'elle a perdu le bébé juste après la rupture. J'étais figé, absorbant ce qu'elle disait. Sabrina utilisait la fausse couche comme une évasion, un moyen d'atténuer le choc de sa trahison et de manipuler le récit. Était-ce vrai? Ou était-ce juste un autre mensonge? Je ne savais pas. Mais une chose était claire, Sabrina était en train de perdre la tête. Elle cherchait à reprendre le contrôle, et maintenant elle utilisait une fausse couche pour y parvenir. Il ne fallut pas longtemps avant qu'Amanda appelle à nouveau Chérie. Cette fois, son ton était différent. Plutôt que d'être agressif, ils ont essayé de paraître conciliants. Nous comprenons que les choses ont dégénéré au-delà de ce que nous avions prévu. Sabrina est aux prises avec des problèmes personnels et nous voulons éviter tout autre conflit. Chérie n'était pas dupe. Elle leur a rappelé la tentative de falsification d'hypothèque de Sabrina et leur a dit sans équivoque que si Sabrina poursuivait dans cette voie, il y aurait plus qu'un simple différend financier. Je n'ai pas peur d'aggraver la situation, a déclaré Cher avec une certitude inébranlable. Nous engagerons des poursuites pénales si cela s'avère nécessaire. Je pouvais sentir un étrange sentiment de satisfaction monter en moi. Pendant des mois, Sabrina avait tissé ses toiles de manipulation, tirant les ficelles en coulisses, pensant pouvoir tout contrôler derrière le rideau. Mais désormais, les cartes étaient posées sur la table et je n'allais pas reculer. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Ce vendredi-là, l'appel téléphonique est venu de la banque. Il ne s'agissait plus seulement de l'hypothèque. C'était plus grave, il s'agissait des documents frauduleux que Sabrina avait soumis. La banque avait contacté les autorités et une enquête était officiellement en cours. Sabrina avait franchi une ligne qui allait bien au-delà d'un engagement rompu, il s'agissait désormais d'une activité criminelle. J'ai immédiatement transmis l'email et tous les détails pertinents à Chérie, qui n'a pas perdu de temps pour organiser une réunion avec le bureau du procureur. Au fil des jours, les tentatives de Sabrina pour sauver ce qui restait de son image publique ne faisaient qu'approfondir sa spirale. Ses publications sur les réseaux sociaux sont devenues de plus en plus erratiques. Il y avait des selfies en pleurs, des messages énigmatiques sur l'incompréhension et de vagues allusions à la façon dont certaines personnes étaient déterminées à détruire tout ce qui était bon dans sa vie. Elle était passée de la femme confiante et légitime que j'aimais autrefois à quelqu'un qui se défait en public, s'accrochant à tout ce qui pourrait lui permettre de garder l'illusion intacte. Je n'ai répondu à rien. J'ai refusé de m'engager. Il ne s'agissait plus seulement d'argent ou de maison. Il s'agissait de quelque chose de beaucoup plus profond. Sabrina avait cru qu'elle pouvait contrôler tous les aspects de ma vie, pensant qu'elle pouvait m'humilier et s'en sortir indemne. Mais ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que c'était moi qui avais le contrôle depuis le début. Je n'avais pas besoin de m'abaisser à son niveau ou de me laisser aller à son chaos. Tout ce que j'avais à faire était de rester ferme, inébranlable dans ma détermination. Puis est arrivé l'appel téléphonique qui a tout bouleversé.
C'était encore une fois du père de Sabrina, mais cette fois, son ton était complètement différent. N'étant plus froid ni formel, l'homme qui avait autrefois tenté de servir de médiateur entre nous ressemblait désormais à quelqu'un qui avait enfin vu à travers la façade. « Je dois m'excuser », commença-t-il. « J'avais tort sur tout. J'aurais dû me douter que quelque chose n'allait pas, Sabrina, elle nous a tous menti. » Il était presque impossible de saisir tout le poids de ce que j'entendais. Pendant des années, je m'étais mis en quatre pour essayer de gagner l'approbation de cet homme, pour essayer de prouver que j'étais digne de sa fille. Et maintenant, à ce moment-là, j'étais obligé d'affronter la vérité, je n'avais été qu'un pion dans le jeu de Sabrina. Il m'a tout raconté, les horribles vérités que je n'avais jamais vues venir. Comment Sabrina s'était faufilée avec Spencer bien avant la fin de nos fiançailles, comment elle avait fabriqué des histoires de grossesse et de fausses couches pour manipuler son entourage, comment elle avait même emprunté de l'argent à ses parents pour entretenir son réseau de tromperie. Toutes ces années, on m'avait ridiculisé. Je suis désolé, répéta-t-il, la voix pleine de regret. Je ferai tout ce que je peux pour arranger les choses. Nous allons résoudre ce problème. Je ne savais pas comment répondre. Une partie de moi voulait lui en vouloir de ne pas avoir compris sa situation plus tôt, d'avoir permis à Sabrina de vivre toutes ces années. Mais l'autre partie de moi, celle qui commençait à accepter la vérité dévastatrice, savait qu'il n'y avait aucun moyen de changer le passé. La douleur, la trahison, c'était irréversible. Ce que je pouvais faire, cependant, c'était m'en aller. Pour la première fois, je savais ce que je devais faire. J'ai bloqué son numéro. J'ai effacé toute trace d'elle de ma vie, les réseaux sociaux, les anciens SMS, tout. J'ai même rassemblé quelques-unes de ses affaires, celles qui, je le savais, lui manqueraient le plus, et je les ai laissées chez ses parents. Elle a essayé de tendre la main à plusieurs reprises, mais à ce stade, j'étais si loin de l'homme que j'avais été, de la vie que j'avais autrefois construite autour d'elle, que je ne pouvais pas m'en soucier. Et c'était en soi la partie la plus difficile à accepter. Réalisant que peu importe à quel point je l'avais aimée, la femme que je pensais qu'elle était n'avait jamais vraiment existé. Elle avait toujours joué à un jeu et je n'étais qu'une des pièces. Cela fait 1 an depuis ce cauchemar, et d'après ce que je sais, la vie de Sabrina est dans un désarroi complet. Honnêtement, je ne m'en soucie plus assez pour suivre. Quant à moi, j'ai évolué. J'ai acheté un nouveau logement, un logement qui m'appartient entièrement. L'hypothèque est à mon nom et, pour la première fois depuis longtemps, je me sens libre. Mais je n'oublierai jamais la leçon que j'ai apprise de tout cela. J'ai été idiot pendant un moment, mais je refuse de laisser la manipulation de quelqu'un d'autre définir ma vie. J'ai récupéré mon avenir et je suis déterminé à ne plus jamais laisser personne me l'enlever.